Personnalité de l'année 2021, selon le magazine Time, Elon Musk appartient à un nouvel ordre suzerain délocalisé dont la mainmise croissante sur le monde a de quoi effrayer plusieurs. Cette phrase est de Benjamin Boivin. J'ai essayé de la faire tienne. Oui, c'est ça, j'ai essayé de me la C'est un effort méritoire. Merci, merci. Alors, en se portant acquéreur de Twitter, il promet de rendre à ses membres une liberté d'expression présumément menacée. Notre collègue Benjamin s'est penché sur ce petit oiseau bleu qu'est Twitter. Bonjour, Benjamin. Salut Antoine, ça va? Ça va bien. Est-ce qu'il bat de l'aile, le petit oiseau Sûrement bleu? pas si Benjamin s'est penché dessus. Ah ouais, non, mais des fois, tu sais, comme un oiseau qui frappe une vitre, puis on le regarde, tu sais, il est mort. Ben, tu sais, Twitter, c'est un réseau social quand même assez particulier, là, qui a eu ses hauts et ses bas à travers les années. Mais bon, l'un des caractères distinctifs, je pense, de ce réseau-là, comparé à d'autres, c'est que c'est un réseau de l'élite, en fait. C'est des journalistes, c'est des artistes. Toi puis moi, là. Ouais, c'est ça, nous. Je suis pas là, moi, c'est drôle. Hein? Ceux qui suscitent l'intérêt des tweeteux, là, ben, généralement, c'est des gens qui appartiennent à une classe des gens qui produisent du contenu, finalement. Et une proportion significative des gens qui sont sur Twitter, que personne suit et qui ne suivent à peu près personne. Mais les gens là, pour qui c'est un réseau important, ben, c'est des gens qui ont de l'influence ou qui cherchent à en avoir. J'essaie d'entraîner Valérie, puis ça n'a pas trop marché. Hein? Je trouve que c'est vraiment étrange d'écrire comme 2 lignes, comme voici mon opinion, vis avec le monde. Là. Je me sentais comme pas très légitime là-dedans. Mais pour avoir un ordre de grandeur, là, ça n'a rien à voir avec Facebook ou Instagram. Non, d'aucune manière. Là. C'est un noyau beaucoup plus petit de gens qui sont actifs sur Twitter comme quotidiennement. Là. Quelques dizaines de millions versus 3 milliards. Là, exactement. Mais Twitter, c'est un média social qui a énormément d'influence en raison du type d'individu qui participe et qui est actif. Genre des politiciens, des journalistes. Exactement. Et le genre de personnes qui sont habituées de prendre la parole publiquement, d'essayer d'avoir comme la petite phrase, là, la manière de dire les choses de façon habile, puis de susciter l'adhésion ou l'approbation. Et puis, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est que depuis un certain nombre d'années, là, ben, c'est un réseau social qui a comme pris la tendance de Facebook et de d'autres à vouloir poser certaines limites. Parce qu'on sait que Twitter, ça a été le réseau favori de M. Trump, l'ancien président américain. Et puis, c'était à l'époque là, une agora sur laquelle on pouvait dire toutes sortes de choses. Et puis, comparé à d'autres réseaux sociaux, là, il n'y avait vraiment pas beaucoup de limites. Mais là, dans les dernières années, ils ont comme vécu un certain backlash, on pourrait dire, à la suite de tout ça. Et puis, l'administration récente de Twitter avait cherché à faire des changements. Et puis, à la suite de ça, là, ben, il y avait eu une très grande controverse parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très actifs sur Twitter qui ont été bannis là, quotidiennement pendant une certaine période de temps, mais il y a des gens qui étaient bannis puis qui se retrouvaient sans plateforme et qui se sont mis à critiquer vertement la compagnie. Et l'un d'entre eux, ben, c'est Elon Musk. Lui, il n'a pas été banni, mais c'était un utilisateur courant de Twitter. Et puis, à un certain point, il en est arrivé à la conclusion que du haut de sa fortune personnelle monumentale, là, à l'époque, c'était environ 300 milliards de dollars, ben, il a décidé de vouloir acheter Twitter pour transformer disons, la politique éditoriale ou la vision du réseau social pour en faire une plateforme où la liberté d'expression pourrait être exercée de manière très radicale. Et puis, ben, il a cherché à le faire, il a combattu pour le faire et il a finalement réussi à le faire. Ouais, il y a eu une première tentative là, il y a quelques semaines, mois de ça, puis finalement, qui a échoué, mais là, il est revenu à la charge, puis il a réussi à mettre la main sur Twitter. Le fait que Twitter ait procédé à des purges, là, le mot est peut-être fort, mais des bannissements d'individus qui avaient des propos plus controversés, ça a dû disons, alimenter ou donner du gaz là, à une espèce de logique victimaire là, de certaines franges de la population. Ce qui est intéressant, c'est que à une certaine époque, la question de la liberté d'expression, c'était une question qui était véhiculée par un idéal progressiste, un idéal du progrès. Là. Ça fait pas si longtemps que ça que finalement la gauche est davantage associée à un discours social qui se veut restrictif, où on cherche à limiter l'expression d'utilisation de certains mots, la proposition de certaines idées. Mais bon, dans les années récentes, c'est ce qui est apparu. Et puis, des gens comme Elon Musk ont critiqué l'organisation de Twitter pour avoir adhéré à un discours que certains pourraient qualifier de woke, par exemple. Et puis ça a suscité un backlash victimaire, comme tu dis, je crois, du point de vue de gens qui sont plus à droite, qui sont plus conservateurs et qui croient mériter d'avoir la possibilité de s'exprimer comme bon l'entendre sur une plateforme comme Twitter. Et de
de façon intéressante, ces gens-là, qui sont associés à la droite, comme je viens de le dire, sont devenus des défenseurs de la liberté d'expression, qui était un idéal progressiste. J'ai justement vu récemment une vidéo de Noam Chomsky dans les années 70-80 qui défendait ardemment la liberté d'expression. Noam Chomsky, c'est loin d'être quelqu'un qui est associé pas un à la conservateur droite. de droite, là, c'est ça. Ben non, c'est ça. Mais puis jusqu'à assez récemment, là, c'était vraiment un idéal de gauche, la liberté d'expression. Et les gens qui étaient de droite, c'est eux qui voulaient empêcher les discours alternatifs de pouvoir s'exprimer dans l'espace public. Il y a comme eu un renversement. Et puis évidemment, ben là, il y a des gens qui il y a des gens qui le font sincèrement. Il y a des gens qui croient qu'il y a des limites qui sont excessives. Mais il y a aussi des gens qui profitent de ce discours-là pour finalement se justifier et dire à peu près n'importe quoi. Ouais. Et c'est un peu des deux, finalement, que l'ancienne administration Twitter voulait contrôler. Bon, là, Elon Musk a pris le pouvoir, le contrôle de cette compagnie-là, il l'a acheté carrément. Oui, il l'a acheté, il en a fait une compagnie privée, il la possède entièrement. À 44 milliards. L'unique actionnaire, finalement, de ça. C'est à la bourse, ça ne l'est plus, si on comprend. Exactement, la compagnie lui appartient entièrement, il peut faire ce qu'il veut avec, puis il a choisi il a pris des décisions assez radicales. Mais dans les deux cas, que ce soit l'ancienne version de Twitter qui était, disons, une entreprise privée, mais détenue par plusieurs actionnaires, avec un CA, etc., et dans le cas actuel où c'est une entreprise qui appartient à un seul homme, il n'en demeure pas moins que c'est dans les deux cas une entreprise privée. Est-ce qu'on peut parler de liberté d'expression? Je veux dire, si je suis dans mon salon, je peux décider que non, toi, Thomas, tu dis pas des choses comme ça chez moi. Sur la psychologie positive, non, c'est ça, bye. Non, c'est vrai qu'il y a une confusion des genres d'une certaine manière dans le discours sur la liberté d'expression. Là, on s'imagine, on a une drôle d'idée de la liberté d'expression qui est notamment liée au fait qu'aujourd'hui, les agoras sont privés. Quand on parle de la liberté d'expression dans son sens classique, c'est la liberté pour un individu informé et dont c'est la fonction de la liberté de presse, là, traditionnellement. C'est la liberté pour un journaliste de dénoncer certaines situations, d'en nommer d'autres, sans être empêché par le pouvoir étatique. Mais la liberté pas le droit pour n'importe qui de dire n'importe quoi, dans n'importe quelle circonstance. Ouais, puis comme tu le dis, Twitter, c'est une compagnie privée et si Twitter voulait du jour au lendemain adopter une politique où certaines choses peuvent être dites et de façon assez radicale et d'autres pas, ben, elle pourrait le faire. Et il n'y a pas véritablement lieu de parler de liberté d'expression de manière classique dans un contexte comme celui-là. Ouais. Ben, c'est juste que moi, ça m'étonne qu'une personne qui a autant d'argent puisse se sentir privé de sa liberté d'expression. Puis moi, c'est souvent une critique que je pourrais faire, qu'on entend beaucoup de gens crier à la censure, mais ils crient à la censure sur plein de plateformes. Donc, en tout cas, c'était mon petit grain de sel. Ouais, il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, là, je le nie pas, là, mais de fait, la capacité de s'exprimer à travers ces moyens de communication sociale-là, c'est vraiment essentiel dans le genre de société qu'on a aujourd'hui. Un bon exemple serait la personne de Donald Trump, qui, de fait, aujourd'hui, qu'il n'est plus présent sur Twitter et la plupart des réseaux sociaux, est devenu il n'existe plus dans l'espace public. C'est devenu très, très difficile pour lui de s'exprimer. Et certains pourraient juger que c'est une excellente chose, et il y a des bonnes raisons de le penser, mais c'est pas faux que de dire qu'il y a comme une certaine privatisation de l'agora, de l'espace public, là, qui complexifie vraiment là, de façon importante la question de la liberté d'expression et de la manière de vivre cette expérience politique-là à notre époque. Ben justement, on y a tous un peu contribué en décidant que l'agora deviendrait virtuelle. Finalement, quand on participe à ces réseaux sociaux-là, on accepte individuellement et collectivement que ça va être là maintenant que les idées vont être débattues. C'est ça, et c'est pas simple d'arriver et de décider de faire un Twitter alternatif. Là. Monsieur Trump, par exemple, a cherché à le faire, puis c'est un échec lamentable. Il y a plusieurs autres Moi aussi, je n'ai parti un, puis ça n'a pas marché. Non, c'est ça n'a pas fonctionné tant que ça. Non. Et donc, c'est ça change un peu la dynamique, finalement, de la démocratie libérale au sens classique. Là. Benjamin, c'est sûr que l'Église catholique a une parole sur la liberté d'expression. Elle a une parole sur à peu près toutes les réalités en ce bas monde. Là. Qu'est-ce que dit l'enseignement de l'Église sur la liberté d'expression? Parce que là, on a dit que la liberté d'expression, c'est pas dire n'importe quoi, n'importe où, par n'importe qui. Mais est-ce qu'il y a une responsabilité qui vient avec ça? Qu'est-ce que dit l'Église? Ben oui, l'Église, sur la question de la liberté en général, et puis la liberté d'expression en particulier également, dit que la liberté, c'est en vue du bien.
La liberté d'expression, on l'exerce en vue du bien commun et il y a certaines contraintes légitimes qui peuvent exister. Et même l'Église enseigne que l'État doit les mettre en place. C'est pas un exercice juste et légitime de la liberté d'expression, par exemple, que de faire de la calomnie. Que de faire de la médisance, de dire le faux sur une personne ou sur une certaine situation. Il n'y a pas un juste exercice de la liberté dans ce contexte-là parce qu'on utilise de ce moyen juridique-là pour faire le mal. Et donc, évidemment, l'enjeu qui est intéressant, c'est que dans certains milieux conservateurs, en particulier aux États-Unis, dont certains sont associés à l'Église catholique, on parle aujourd'hui de la liberté d'expression comme si c'était la panacée. Une chose absolue. Une chose absolue. Alors qu'en fait, là, on tient un discours purement libéral. Et puis la raison pour laquelle on tient ce discours-là, c'est parce qu'on semble être en foi de s'inquiéter, dans une situation d'inquiétude, où sans ce libéralisme-là, sans une liberté d'expression radicale comme celle que promet Elon Musk. On ne pourra plus exprimer certaines idées parce que le régime intellectuel et culturel en place nous empêchera de le faire. C'est quoi l'avenir pour Twitter, selon toi, Benjamin? Ben ça, c'est la question à $1 million. J'ai l'impression que... 44 milliards de dollars. Ben ouais, c'est ça. J'ai l'impression que M. Musk va chercher à rentabiliser son investissement. Là, on ne met pas 44 milliards de dollars dans quelque chose si on ne s'imagine pas pouvoir en ressortir gagnant. La question va être de savoir si Twitter va redevenir ce qu'il a déjà été, là, une plateforme où chacun peut s'exprimer pour le meilleur et pour le pire, ou si finalement il va y avoir des contraintes que M. Musk n'avait pas anticipées qui vont l'empêcher d'y arriver. C'est drôle parce qu'il se fait le grand héros là, de la liberté d'expression, puis il veut lui-même ajouter certaines contraintes, là, notamment pour les profils vérifiés, peut-être même un site payant. Donc, il y a un paradoxe là aussi. Thomas? Ben, est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est assez classique là, que des magnats là, prennent le contrôle, un peu comme on voit dans le film Citizen Kane, là, prennent le contrôle de certains médias pour avancer un peu leur agenda. Est-ce que c'est un peu les démarrés l'ont fait. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, M. Musk, dans les derniers jours, là, juste avant la tenue de l'élection de mi-mandat aux États-Unis, a appelé les gens qui le suivent à voter pour le Parti républicain. Et donc, il utilise cette plateforme-là pour faire avancer certaines idées. Puis c'est vrai, la comparaison avec le film Citizen Kane est intéressante. Puis il y en a plusieurs autres qu'on pourrait faire. M. Berlusconi en Italie, M. Pelado qui s'y essayait ici au Québec. Malheureusement pour lui, il n'est pas arrivé. Mais il y a un pattern, quelque chose qui se reproduit. Pas inusité du tout, là, en tout cas, de voir ce pattern-là. Ouais, c'est vrai. Bonne remarque. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Benjamin Boivin, excuse-moi. Benjamin Boivin, on peut lire ton texte, d'ailleurs, sur le sujet. Ça s'appelle « Elon Musk, héros de la liberté d'expression », point d'interrogation. C'est sur leverbe.com. J'invite les gens à aller le lire. Il y a tout ce qu'on vient de dire et même... plus encore. Plus, différent. moins. Allez voir. Merci, Benjamin. Ça a été un plaisir.